la France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Oui. Et c'est un peu ça que j'ai voulu montrer. Mais quand vous dites un retrait français, on aurait presque envie de vous dire, en fait, c'est peut-être l'Afrique qui a mis la France dehors. Non, enfin, il n'y a jamais, enfin, vous le savez bien en tant que journaliste, il n'y a jamais une imagination par bien de quelque chose. Mais c'est vrai qu'à travers la fiction, ça permet quand même de dire un certain nombre de choses. Il n'y a pas, évidemment, ce n'est pas une enquête, mais il y a des éléments dans ce livre qui ont vraiment existé. Vraiment, alors c'est un homme, un négociant en vin, qui va se retrouver enquêteur, d'une certaine manière, sur des magouilles qui se passent et qui, à un moment donné, au péril de sa vie, il est pris dans ces relations confuses entre la France et l'Afrique. Alors, imaginez qu'un pays, après avoir été une grande puissance coloniale, continue de regarder l'Afrique comme une zone d'influence exclusive, oubliant que le monde a changé. Antoine Glaser, avec son livre Sombre Lagune, nous plonge dans ce décalage entre une France qui veut encore garder son empire sur l'Afrique et un continent devenu de plus en plus autonome. Il critique cette vision paternaliste qui n'a plus lieu d'être en montrant qu'aujourd'hui, ce sont les leaders africains qui détiennent les clés de leurs relations internationales. Fini le temps où la France dictait ses choix. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment cette évolution des rapports de force transforme la géopolitique mondiale, comment l'Afrique, avec ses nouvelles alliances, redéfinit son avenir et sa place sur la scène internationale. Suis bien cette vidéo et on se retrouve à la fin pour débriefer sur cette réflexion importante. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour suivre toutes les vidéos qui décortiquent les tendances politiques du moment. On ne veut vraiment pas que tu rates ça. Bonjour Antoine Glaser. Bonjour. Vous êtes spécialiste en géopolitique africaine en particulier et voici que vous publiez un polar incroyable qui s'appelle Sombre Lagune aux éditions Fayard. Vraiment dans une sorte de série noire. J'allais presque vous dire, ça nous amène à Abidjan, ça nous amène avec une enquête pour corruption, avec les relations entre la France et l'Afrique. Tout ça n'est qu'imagination. Non, enfin, il n'y a jamais, enfin, vous le savez bien en tant que journaliste, il n'y a jamais une imagination par bien de quelque chose. Mais c'est vrai qu'à travers la fiction, ça permet quand même de dire un certain nombre de choses. Il n'y a pas, évidemment, ce n'est pas une enquête, mais il y a des éléments dans ce livre qui ont vraiment existé. Et simplement, évidemment, j'ai brodé, j'ai fait en sorte qu'on ne sache pas exactement. Ce n'est pas une enquête, mais c'est... Oui. Tout n'est pas vrai, mais rien n'est faux, quoi. Oui, mais vraiment, alors c'est un homme, un négociant en vin, qui va se retrouver enquêteur, d'une certaine manière, sur des magouilles qui se passent et qui, à un moment donné, au péril de sa vie, il est pris dans ces relations confuses entre la France et l'Afrique. C'est-à-dire, ce que j'ai voulu montrer, c'est que finalement, cet importateur de vin, en fait, qui est un honorable correspondant des services secrets français, se trouve confronté à une période historique où la France n'est plus chez elle en Afrique. Et lui a continué à se croire dans la Côte d'Ivoire, du Fouet-de-Boigny, de cette période de ce qu'on appelle la France-Afrique, cette période un peu historique, où avec ce système intégré français, où il y avait 50 000 Français à Abidjan. Et c'est vrai qu'il n'a pas compris qu'il était en déphasage par rapport à des réalités africaines, où finalement, les pouvoirs africains, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'acceptent plus de recevoir des leçons, encore moins de la Tour Eiffel et de la France que de qui que ce soit d'autre. Et à ce moment-là, ce type se trouve complètement déphasé. Son propre service, finalement, ne le défend pas vraiment parce qu'ils sentent bien qu'ils ne sont plus chez eux. Il y a des gens du Mossad, il y a le Hezbollah libanais, c'est plus la France-Afrique, c'est la Côte d'Ivoire et le monde. Mais tout ça pourrait être vrai ou est vrai, quelque part ? Quelque part, c'est pas évidemment, c'est pas comme ce que je raconte dans le livre, mais quelque part, oui, c'est la lagune, c'est cette lagune absolument incroyable à Abidjan que vous connaissez. Ça veut dire avec ces marchés comme Adjamé, avec 500 000 personnes, avec cette lagune un peu mystérieuse, avec ce port autonome d'Abidjan, où il y a bien sûr, d'ailleurs, tous les jours, vous avez quand même des histoires de trafic de drogue, de cocaïne qui arrivent d'Amérique latine, qui transitent par le port d'Abidjan pour aller en Europe. C'est pas moi, c'est pas une révélation. Oui. Tous les jours, il y a ce genre d'histoire officielle. Et donc, il y a une toile de fond qui est vraiment la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, où j'ai mis évidemment des personnalités. Il y a encore une fois, évidemment, moi je vois les personnages. J'ai évidemment changé complètement leur nature, leur fonction, pour pas qu'on puisse les identifier. Mais
tout n'est pas faux, voilà, c'est ça. Mais rien n'est totalement vrai. Mais quand vous dites, au fond, la France n'a pas compris qu'aujourd'hui, il y a le monde entier dans la salle d'attente de ces pays africains, que la France n'est plus la bienvenue. C'est le fil rouge. Ça veut dire la France a été tellement, pendant une période historique, des indépendances de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 90, et se croyait vraiment tellement chez elle en Afrique. Elle avait exporté sur l'ensemble du continent, et en particulier, surtout en Côte d'Ivoire. Je veux dire, où il y avait une sorte de communauté de destin entre la France et l'Afrique. Les jeunes ne savent pas, par exemple, que les anciens présidents comme Houphouët-Boigny ou Léopold Sédar Senghor du Sénégal avaient été ministres dans des gouvernements français. Donc, il y avait une espèce comme ça de cette France-Afrique à l'ancienne. Et la France a vécu, au nom de la lutte contre l'Union soviétique, elle a été chez elle, avec un système intégré politique, militaire, financier. Et à partir de ce moment-là, à la chute du mur de Berlin, on a un peu continué à faire comme si on était chez nous. Et donc, c'est un peu ce paysage-là, ce climat, où vous avez un peu ce soldat perdu qui se croit encore dans l'Afrique à l'ancienne, où il pense que comme ça, il suffit d'appuyer. Il est très surpris de voir la réaction, y compris de ses propres autorités françaises, qui ne savent plus trop quoi faire, qui sont dépassés. En fait, la France est dépassée. L'armée française, on l'a vu dans le Sahel, s'est trouvée hors sol par rapport aux réalités du terrain. Parce que quand vous aviez l'armée, par exemple, française avait des relais dans les coopérants. Il y avait ça, en 80, moi j'ai connu Abidjan en 80, il y avait encore 50 000 Français. Donc vous aviez évidemment des relais dans toutes ces sociétés. Avec la France était encore vraiment chez elle en Afrique. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un déphasage, 90. On a continué comme ça, d'où enfin, on a vu ce qui s'est passé dans le Sahel. Maintenant, mais même la Côte d'Ivoire, maintenant, la base s'appelle la base de Ouattara, parce que c'était le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. C'est plus 43e Bima, etc. Il y a un retrait français qui s'est fait tardivement, une conscience tardive des réalités. La France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Oui. Et c'est un peu ça que j'ai voulu montrer. Mais quand vous dites un retrait français, on aurait presque envie de vous dire, en fait, c'est peut-être l'Afrique qui a mis la France dehors, plus que la France qui est sortie d'elle-même. On s'est fait clairement virer. Mais on s'est fait virer en particulier l'ensemble des pays du Sahel. Mais la France n'a pas vu cette souveraineté africaine. Elle n'a pas vu. Je veux dire, vous savez, c'est terrible. On dit toujours c'est horrible. Mais quand vous avez des filles, des élèves de Chibok, au Nigeria qui se font enlever, ils ne vont pas demander au Premier ministre britannique de s'intéresser et de dire qu'est-ce que vous allez faire. Mais pendant très longtemps, quand il y avait un criquet qui distribuait dans le Sahel, c'était la France qui se considérait responsable et qui intervenait. Donc il faut quand même, à un certain moment donné, bon, on sait, c'est l'Afrique des Africains, et finalement, on était vraiment en déphasage. Moi, j'appelle ça un anachronisme historique. Oui. On était dans un anachronisme historique. Oui, mais alors cette phrase d'Emmanuel Macron, quand vous le dites, effectivement, les Français se sont fait sortir, notamment du Sahel. Emmanuel Macron a dit « on a oublié de nous dire merci ». Oui, mais parce que c'est une phrase... Emmanuel Macron, il a cru qu'en faisant des rapports, vous avez le rapport Benjamin Stora pour l'Algérie, vous aviez le rapport Duclerc pour le Rwanda. Maintenant, il y a une historienne qui s'appelle Karine Ramondi, là, qui est en train de sortir un rapport intéressant d'ailleurs sur le Cameroun, sur la présence, comment les répressions de la France dans ces pays pendant une période historique. Et Emmanuel Macron a cru qu'en tirant l'ardoise magique sur cette période, en faisant 3-4 rapports, on allait passer à autre chose. Mais pas du tout. Je veux dire, les jeunes Africains, sans compter les diasporas. La France a par exemple de très mauvais rapports avec le Mali, mais vous avez 300 à 400 000 Maliens en France. Donc vous avez un type de rapport qui sont les populations, les gens, l'Afrique des Africains, mais aussi ce brassage. Et puis vous avez le président français qui pensait qu'on pouvait comme ça tirer l'ardoise magique sur toutes ces périodes historiques. Encore une fois, il ne faut pas voir ça sur le plan idéologique, il faut voir ça sur le plan historique. La France a cru qu'elle était trop longtemps chez elle en Afrique. Oui. Et c'était parce que on a vraiment créé une communauté de destin entre la France et l'Afrique. On s'intéressait moins à l'Afrique des Africains qu'à nos propres constitutions, on a envoyé dans ces pays toute notre administration, etc. Donc, je veux dire, on était dans une période historique, on n'a pas vu la fin du film. Mais quand, ça a été le cas, hein, la réaction notamment au Burkina, des autorités du Burkina, qui ont dit « mais c'est insultant ce qu'a dit Emmanuel Macron ». Au fond, non, la France n'a pas à recevoir de merci pour ce qu'elle a fait, envoyer des hommes en Afrique, essayer de protéger les Africains. Surtout quand Emmanuel Macron amenait les présidents
africain devant la tombe à peau des soldats français qui étaient morts, effectivement, il disait pour sauver la vie il pensait aux familles, bien sûr, des Français, ce qui est tout à fait normal. Mais les Africains, ils ont perdu aussi des milliers de soldats et ils n'ont pas compris. Ça veut dire, dans ce rapport de ce jeune président qui pensait qu'il allait, c'était la nouveauté, etc., mais il avait un rapport à l'Afrique qui était quand même toujours paternaliste, c'est bien évident, puis non sans une certaine arrogance. Quand il était en bras de chemise à l'Élysée, et avec des cartes du Sahel derrière son dos, puis il montrait ce qu'il fallait faire de ci, de là, c'est aussi toujours en surplomb par rapport à des souverains africains. Les Africains, c'est leur problème, qu'ils se débrouillent quelque part. Alors ça paraît un peu hard, mais c'est leur problème. Oui. Oui, mais au fond, finalement, quand la France disait on va faire un rapport gagnant-gagnant avec l'Afrique, la France-Afrique, c'est fini. Mais parce que c'était pas vrai. Emmanuel Macron, il rêvait, ils vont faire un sommet, le prochain sommet franco-africain, ça sera on dit Afrique-France d'ailleurs, ça sera au Kenya. Mais comme si les Anglais attendaient, je veux dire, les Chinois, ils sont maintenant quasiment à 20% de part de marché sur l'Afrique. La France, elle dégringole. Mais est-ce qui est normal? On n'est plus dans la période. Pendant une période, il y a une rente politique dans les pays comme la Côte d'Ivoire. La France, elle contrôlait les marchés à 50-60%. Maintenant, c'est fini, mais on n'a pas vu ça comme ça. Et on ne voit pas que pour la jeunesse africaine, que vous avez vu que sans virer, comme ça s'est fait dans le Sahel, vraiment avec Manu Militari, quasiment l'armée française, un pays comme le Sénégal, eh ben, ils ont leur souveraineté, ils négocient. Et je vais vous dire, nos propres alliés européens, moi, avant, par exemple, en tant que journaliste, je ne les voyais jamais sur Paris. Maintenant, vous avez les Allemands, tous les Européens qui, avant, finalement, étaient en vol de canard derrière la France pour toute leur diplomatie d'influence de la France. C'est fini. Chacun est en bilatéral à sa propre politique. On parle toujours de la France, etc. Mais les Émirats arabes unis, qui sont maintenant, pendant qu'on se faisait virer du Tchad, ils sont maintenant au Tchad. Ils seront demain en Centrafrique. Moi, je suis surpris de l'aveuglement français. Oui, c'est faux, vous dire, mais c'est le cours de l'histoire. Bien sûr. Mais au fond, quelque part, est-ce que l'Afrique est gagnante? Ah ben, c'est leur problème. Alors, l'Afrique gagnante, justement, si on dit par exemple, oui, les Chinois, etc., bien évidemment, l'Afrique redevient totalement géostratégique. Quand vous voyez le président congolais Félix Tshisekedi, finalement, qui dit qu'il veut faire comme le président Zelensky, qui offre à Trump ses matières premières parce qu'il a des problèmes avec le Rwanda voisin, vous voyez que maintenant, c'est vraiment, c'est quasiment le Far West. Ça veut dire chacun maintenant, selon ses propres intérêts, va appeler telle ou telle grande puissance. Il n'y a plus les Nations Unies, maintenant, on a l'impression, n'existe plus. La France, la voix de la France, maintenant, pèse de moins en moins. Donc, je veux dire, on n'a pas vu ce changement. On s'est retrouvé vraiment à poil en Afrique parce qu'on était dans un anachronisme historique. Et le problème, c'est leur problème maintenant aux Africains de se débrouiller, de gérer. Et s'ils veulent faire la révolution chez eux, c'est leur problème. C'est pas nous qui allons dire, lui, il est bien, lui, il est mal, faites ci, faites ça. Mais qu'est-ce qui va rester de cette relation? Je pense à la francophonie, par exemple. Les 3 pays du Sahel ont quitté l'Organisation internationale de la francophonie. On voit qu'au-delà même du retrait de la France, il y a une certaine nervosité, on va dire une certaine rancœur même contre la France. Je pense que quand on parle de la francophonie, l'OIF a toujours été un organisme politique. Je veux dire, Emmanuel Macron avait choisi Louis Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie. C'était plus pour les questions de politique, de rapprochement entre la France et le Rwanda, etc. Même du temps c'était l'ancien ministre Roland Dumas qui racontait qu'ils avaient choisi Boutros Ghali parce qu'il résistait aux Américains et Chirac l'avait choisi pour cette raison-là. Donc ça a toujours été politique. Mais je pense que compte tenu aussi du brassage qu'il y a entre la France et l'Afrique, il faut laisser les choses retomber. Il n'y a pas de rupture réellement entre les Français et les Africains. Il n'y a pas de rupture, non, malgré tout ça. Il n'y a pas vraiment de rupture. Il y a une rupture par rapport à la politique de la France en Afrique. Mais entre Français et Africains, franchement, c'est pas possible la rupture. Il y a trop de liens, il y a trop de Donc ça peut se reconstruire, ça peut se rebâtir. Ça va se reconstruire. Il faut laisser les choses se reposer. 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Je ne sais pas combien de temps, je ne peux pas vous dire actuellement. Mais c'est bien évidemment que les choses ne vont pas comme ça, se rompre comme ça. Vous avez des ruptures diplomatiques, des ruptures au niveau politique, mais pas du tout au niveau des populations, au niveau social, etc. Tout ça va revenir à sa façon avec
diaspora extrêmement importante et tout. Tout ça, les liens qui sont tissés sur le plan humain vont subsister, bien évidemment. Et pourtant, venant d'un président, Emmanuel Macron, qui a vanté la part africaine de la France, il est allé très loin sur ce chemin de cette communauté d'intérêts, de cette communauté presque au-delà d'ailleurs des intérêts entre la France et l'Afrique. Oui, mais là, il n'a pas compris que c'est entre la France et l'Afrique, c'est pas France-Afrique. Il n'a pas compris la vraie volonté de souveraineté de l'Afrique et des Africains dans une nouvelle période historique. Il n'a pas saisi ça. Personne, je ne sais pas pourquoi, personne lui a fait comprendre que c'était plus possible, cette relation entre la France et l'Afrique. Il a vraiment fallu ces grands bouleversements qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, en Chine, partout, alors qu'on aurait pu très rapidement voir l'arrivée des Chinois. Moi, dans les milieux d'affaires français, ils disaient « Oh, les Chinois, c'est pas grave, nos amis africains auront besoin de nous. » Non, je veux dire, ils n'ont pas vu à quel point les Africains, ils allaient jouer de cette divergence entre les grandes puissances, etc. Oui. Ils n'ont pas compris, ils ont commencé à comprendre quand ils ont soutenu la Russie contre l'Ukraine. Mais à Paris, on a mis du temps à comprendre. C'est quoi, une forme de paternalisme un peu à l'ancienne? J'ai écrit un jour un bouquin qui s'appelait « Arrogant comme un Français en Afrique », mais ça a eu beaucoup de succès, évidemment. Mais parce qu'on n'a pas compris les changements profonds de l'Afrique, parce qu'on était toujours dans cette attitude un peu toujours en surplomb, mais à juste titre, parce qu'encore une fois, cette période historique, moi qui ai connu cette France-Afrique pendant 30 ans, je peux vous dire, on était vraiment, il y avait des cordonniers, des coiffeurs, je veux dire, Abidjan, c'était vraiment une petite ville française. Hein. Oui, mais en même temps, il y a peut-être aussi ce qu'il y a dans ce bouquin, hein, Antoine Glaser, Sombre Lagune. Oui, c'est aussi tout ce qui se passait en dessous. Ouais, parfois, regardez un cadavre qui flotte, et puis des valises de billets, et puis la corruption, Ça, au fond, vous dites ça, ça y est, quand même. Oui, ça n'est plus possible. C'est une réalité, mais c'est pas à nous, et encore moins à moi, le petit blanc des bords de Seine, de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Vous vous démerdez. Oui, mais c'était vraiment, objectivement, la France qui faisait la pluie et le beau temps en Afrique à ce moment-là. Oui, absolument. Vraiment. Il y a eu une période, la France faisait vraiment... C'est-à-dire qu'elle plaçait des présidents... J'ai aussi Africa à France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. Il y avait des chefs d'État, Houphouët-Boigny, les grands Omar Bongo. Ils savaient bien aussi instrumentaliser les dirigeants français à Paris. On a connu aussi les valises de billets dans l'autre sens. Hein. Faut pas. Ce que Bourgi a raconté dans son livre. Absolument, ça veut dire. Ils savent que je sais. C'est ce qu'il a dit de son livre. Il ne faut pas se leurrer. Hein, je veux Tout ça était vrai. Bien sûr, c'était vrai. Et d'ailleurs. Il y a une fameuse phrase d'un sociologue là, dans le musée de Tervuren, quand on rentre, il y a une fameuse phrase « Tout passe sauf le passé ». Tout passe sauf le passé. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas avec quelques rapports avec l'Algérie, le Cameroun et le Rwanda qu'on va régler tous les problèmes. Oui, mais alors comment faire passer ce passé-là, Antoine Glaser? On ne pourra pas refaire le passé. Non, mais il faut laisser les choses se reposer, il faut laisser les populations, les gens, à partir de la base, avoir leur propre type de relation au niveau, sur le plan social, sur le plan humain. Il faut s'intéresser à l'Afrique des Africains. Vous avez dans ces pays, sur ce continent, vous avez des richesses. On avait, nous, le bureau de recherche géologique et minière, il y avait des intérêts, des gens, des instituts, etc. Et toute cette connaissance, si on devait la faire fructifier avec des Africains, ça serait... Il y a de quoi... Franchement, s'intéresser à l'Afrique des Africains, même sur le plan humain. Regardez-nous, j'ai un copain africain, il a dit, il y a une vieille qui est morte à côté de chez moi, il n'y avait personne qui est passé la voir. Il dit qu'on apprenne de l'Afrique la façon dont ils traitent les vieux, la façon dont ils traitent leur communauté, la façon dont ils traitent, même si on critique les systèmes familiaux, claniques, etc. Mais il y a beaucoup à apprendre de l'Afrique. Il faut inverser la donne. Oui, mais est-ce que... Alors, peut-être faire l'avocat du diable, est-ce que les Africains ne vont pas y revenir? Parce qu'au fond, se dire comment ça va se passer avec les Russes, avec les Chinois, avec d'autres. Est-ce qu'au fond, ils ne vont pas regretter Ils ne regretteront pas, mais comme ils ont le monde entier à un seul d'attente, en particulier les dirigeants, il faut voir même je parle d'Abidjan en Côte d'Ivoire, je veux dire, ils sont en train d'acheter des hélicos russes, ils sont en train d'acheter des drones turcs. Bon, il y a peut-être encore la petite base française qui va s'expatrier, entre guillemets, à Bouaké, au lieu d'être à Abidjan. Mais encore une fois, je veux dire, un président comme Alassane Ouattara, lui, il ouvre la porte
de sa salle d'attente, il a vraiment le monde entier. Oui. Donc il faut les dirigeants, et je peux vous dire que même je veux dire, les chefs d'entreprise africains de plus en plus. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 500 millions de pauvres, très pauvres, et comme il y a l'arrêt aussi de l'aide au développement, que ça ne va pas être dramatique pour des millions et des centaines de millions de gens. Y compris le terrorisme, Oh, y compris la déstabilisation voilà. au Sahel. Au Sahel, mais le terrorisme, voilà, on dit le Sahel, très honnêtement, moi j'ai toujours pensé que 2,5 mettre soldats français dans 5 millions de kilomètres carrés, c'est une absurdité. Les Américains, ils avaient 100 000 hommes en Afghanistan sur 600 000 kilomètres carrés. Donc, vous voyez bien que c'est une mission impossible. Après, ça a été réduit au Liptako-Gourma à 600 000 kilomètres carrés, c'est la taille de la France. Mais très franchement, on était, encore une fois, hors sol par rapport aux réalités du terrain. Et franchement, qui va contrôler le Sahel? Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de statique. C'est mouvant, c'est les grandes caravanes qui passent. C'est l'économie, avant même le djihadisme, avant même le terrorisme, c'est l'économie informelle qui domine. Eh bien, c'est un mélange, je veux dire, il y a de tout. Oui, merci Antoine Glaser. Sombre Lagune. Oui, vous êtes dit un jour je vais comme ça, parce que la réalité est telle que on se dit on peut faire un polar de cette expérience. Oui, mais absolument. Oui. Et on dit non, je ne vais pas pousser le trait trop loin. Voilà. Non. Oui, je veux pas apparaître comme le petit donneur de leçons, petit blanc des bords. Je dis toujours le petit blanc des bords de Seine pour comprendre que moi je sais où je suis. Oui. Mais profondément, presque j'allais dire amoureux de l'Afrique. On le sent dans oui, votre voix. bien sûr, Oui. mais c'est leur problème. Oui, oui, mais vous, Oui, il y a une fibre en vous. On le sent oui, bien quand même, oui, Antoine oui. Glaser, depuis si longtemps. Oui, bien sûr. Cette Afrique-là, vous la sentez palpiter. Oui. C'est vrai que c'est quelque part l'avenir du monde se joue là-bas. Ah bah bien en grande partie. Merci. Antoine Glaser, Sombre Lagune est publié chez Fayard. Vous allez voir, c'est un polar, plus vrai que vrai. Merci Antoine Glaser d'avoir été avec nous. Merci à vous. Maintenant, qu'en pensez-vous? L'Afrique est-elle vraiment prête à se détacher complètement de l'influence historique de la France? Est-ce que ce changement de paradigme pourrait ouvrir la voie à une véritable indépendance politique et économique pour les nations africaines? Ou pensez-vous que la France pourrait trouver une nouvelle forme de partenariat respectueux avec ces pays? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de connaître votre point de vue et je serai bien sûr là pour répondre à chacun de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'actualité politique qui secoue le monde. À très bientôt.